Puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Antoine Fraisse-Soulier, Market Analysis chez eToro. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, eToro, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme mondiale. Et petite présentation pour ceux qui n'auraient pas nécessairement un bon aperçu de l'ampleur qu'a pris eToro que vous représentez en France. Oui, alors effectivement, bonjour à tous, merci d'être là. Alors effectivement, eToro, c'est une boîte qui existe depuis 2007. Donc juste avant, elle a été créée juste avant la grande crise financière de 2008. Donc elle a survécu à cette grande crise et après, elle s'est développée de manière assez originale en basant sa conception sur le trading social. Alors le trading social, c'est quoi? En fait, c'est de dire social, c'est pour réseau social. En fait, on pense que chez eToro, partager la connaissance, partager ses idées d'investissement, ses décisions d'investissement, etc., ça fait grandir les investisseurs qui sont sur la plateforme et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a aujourd'hui 40 millions d'inscrits sur eToro. On s'est introduit en bourse en 2025, l'année dernière, sur le Nasdaq. Donc c'est une boîte qui a énormément grossi grâce à une spécificité, c'est le copy trading. Alors on va y venir au copy trading. Je reste un instant parce que voilà, eToro, c'est valable en France, ouais. Mais comme vous le dites, vous êtes maintenant présent dans plusieurs pays. Est-ce que c'est un actif en particulier ou on va pouvoir trouver tous les actifs auxquels on s'intéresse? Alors comme toutes les plateformes de trading, on peut trouver tout type d'actifs cotés en bourse. Actions, ETF. Actions, ETF, matières premières, devises, crypto-monnaies, voilà. On propose quasiment tout ce qui est coté, on va dire. Et on est présent dans 16 pays, enfin on a des bureaux dans 16 pays, voilà, notamment la France évidemment, mais notre plus gros marché c'est quand même le Royaume-Uni. Admettons que je me pose une question, comment faire? C'est ça, je peux aller trouver un modèle où je me suis rendu compte, est-ce qu'on voit ses performances? Je me dis, oh là, je suis là, il fait 3 fois ma performance, et qu'il soit américain, allemand ou quoi, je vais pouvoir copier, il va me permettre de copier sa stratégie, c'est ça l'idée? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout utilisateur au départ peut se faire copier s'il respecte certains critères. Alors il y a des critères très précis à respecter. Il faut déjà avoir un niveau de risque tolérable, c'est-à-dire on va pas copier les personnes qui prennent des risques plus considérés. Après, il y a tout un historique de performance, c'est-à-dire que vous avez en général 4 mois minimum d'historique pour être copié. Et après, l'utilisateur, lui, va copier le trader qui correspond à sa stratégie, on va dire. Si par exemple, il veut un trader qui prend pas trop de risques, qui prend peu de trades mensuellement et qui a des performances plutôt stables sur du long terme, il ira vers ce type de trader. Il y en a qui veulent de la performance très rapide, mais avec plus de risques, et il va copier ce type de trader. Donc en fait, il y a tout type de stratégie de trader, et après, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous faites copier, vous êtes rémunéré par eToro. C'est-à-dire ceux qui se font copier, plus vous avez de copieurs, et eToro vous rémunère à hauteur de montant under asset copy, enfin à une. J'allais y venir, effectivement, le copier, il peut se dire, écoute, moi je suis meilleur, j'ai des bonnes idées, et s'il peut se dire, non, je vais quand même pas partager mon intuition, au contraire, vous avez développé un modèle où tout le monde est gagnant, finalement. En fait, si vous ne voulez pas que votre portefeuille soit visible, vous pouvez choisir. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé que votre portefeuille soit visible de toute la plateforme. Alors, au départ, c'est visible, parce qu'en fait, on base sur le trading social, donc tout est transparent, tout est visible, etc. Mais vous avez le choix de mettre en privé et que votre portefeuille ne se voit pas. Après, quand vous êtes copié, forcément votre portefeuille est accessible et visible par tout le monde. Sinon, vous ne pouvez pas être copié, ça c'est logique. Voilà, mais effectivement, le but, c'est effectivement qu'il y ait le maximum de gagnants pour que les gens restent sur la plateforme. Donc une expérience d'investissement à la fois individuelle et collective. Il y a quand même le libre arbitre, bien sûr, on fait ce qu'on veut, ouais. Mais on utilise les erreurs passées, les enseignements des autres. Voilà, et d'ailleurs, vous pouvez mettre un stop loss si vous voulez. Hein. Si la personne que vous copiez atteint plus de 10%, par exemple, ou 15%, 20% de perte, ça se coupe automatiquement. C'est vous qui paramétrez. Ok. Alors, on en vient au copy trading. Il y a des dizaines de millions d'usagers. On le rappelle, votre plateforme, elle regroupe des millions, je ne sais plus combien. 40 millions d'inscrits. C'est absolument énorme.
le copy trading, c'est une révolution. Il y en a qui vont jusqu'à ce terme-là, ou c'est quand même le mirage de gain facile. Bah, après, nous, on était les pionniers à le faire. On le fait depuis 2010. Donc, ça fait 16 ans cette année qu'on fait du copy trading. Après, vous êtes libre à vous de pas en faire. Si vous voulez investir par vous-même, évidemment. Si vous avez le temps de suivre les marchés, vous voulez faire votre propre stratégie, vous pouvez évidemment créer votre propre portefeuille et investir de manière classique, on va dire. Concrètement, comment ça marche, le copy Écoutez, trading? en fait, là, on peut pas le voir, mais en gros, vous avez un bouton qui s'appelle où il y a écrit copier, et vous pouvez allouer le montant que vous souhaitez. Alors, le montant minimum, c'est 200 €. Voilà, vous mettez 200 € sur le montant copié sur un trader. Et après, il n'y a pas évidemment de montant maximum. Et donc, en fait, c'est très simple. C'est en un clic de bouton, vous appuyez sur copier et le portefeuille de la personne que vous copiez se réplique automatiquement sur votre portefeuille. Donc, imaginons, il a, je sais pas, du Microsoft, du Apple, du Nvidia. Ces lignes sont répercutées directement sur votre portefeuille à hauteur de la répartition, c'est-à-dire de la pondération de chaque ligne. S'il a 10% de Nvidia, vous, sur votre montant, imaginons que vous avez mis 1000 €, et vous avez 10% de ces 1000 € qui seront sur Nvidia. Voilà, c'est de manière très simple. Alors, si le trader copier se plante, c'est quand même rare quelqu'un qui a 100% de réussite tout le temps sur les marchés, ça n'arrive pas. Alors, s'il se plante un jour, tout le monde tombe dans le panneau, c'est pas voulu. Bon, qu'est-ce que vous dites? C'est pas grave, sur longue période, surtout les bêtes et les paris, on se rattrape, on compense? Oui. Non, après, personne gagne tout sur chaque trade et personne n'est gagnant tous les mois, ça c'est clair. Mais on a mis en place un risk score, c'est un score de risque qui va de 1 à 10. Donc, déjà, vous voyez, selon le niveau de risque, si le copieur, le trader, il a un risk score de 3, par exemple, c'est quelqu'un qui prend peu de risques. C'est-à-dire, il va pas mettre 50% de son portefeuille sur des crypto-monnaies, par exemple. Il va bien répartir son risque, diversifier son portefeuille. Déjà, il y a ce paramètre. Après, vous voyez l'historique. C'est-à-dire que si un trader a un historique sur 10 ans, par exemple, vous avez beaucoup plus de visibilité que sur un trader qui a 4 mois d'historique. Donc après, ça va être à vous de juger, d'avoir ce travail de recherche sur quel est le trader qu'on veut copier. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, celui qui se fait le plus copier, c'est eToro, c'est un Danois, il a 25 000 copieurs. Donc, il y a 25 000 personnes qui le copient et il a plus de quasiment 200 millions en assets under copy. Il y a 200 millions d'euros qui sont alloués sur ce trader. On peut savoir combien il est rémunéré du coup il est rémunéré 1,5% sur le montant global annuel. Donc lui, il fait ça à plein temps, lui. Excellent. Donc les traders qui sont copiés, c'est des pros vérifiés, qualifiés, ou ça peut être des chanceux du moment? Chacun se dit, tiens, est-ce que je vais arriver à être copié Non, alors après, c'est pas forcément des personnes qui sont dans la finance. Hein. Il y a des traders sur eToro qui ont un autre job, qui font ça. Comme hobby, quoi. Voilà, et qui font ça, ils y passent beaucoup de temps, forcément, mais c'est pas leur formation initiale et leur métier principal. Après, il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Il y a des étudiants qui réussissent pas mal aussi, qui ont un peu d'expérience, mais qui marchent bien. Donc, en fait, il y a de tout. Il faut après avoir une stratégie qui marche sur le long terme et sans prendre de risques inconsidérés. Voilà, après, c'est pas vraiment des personnes qui sont forcément dans la finance. Moi, j'adore, parce que toute la vie d'étudiant, on nous a dit qu'il ne faut pas copier. Et là, enfin, on peut copier et en plus, on gagne de l'argent. Alors, j'en reviens quand même à la conjoncture parce qu'on rigole, mais chaque jour apporte son lot de rebondissements. On a le détroit d'Ormuz fermé. Donald Trump a repoussé un petit peu son ultimatum, mais on a donc un pétrole qui monte fortement, une chaîne d'approvisionnement dans les industries qui commence à être sérieusement perturbée, et ça a des effets en cascade. Est-ce que, dans un cadre aussi instable que ça, les investisseurs d'eToro, là, est-ce qu'ils doivent changer de comportement ou vous les aider à mieux comprendre, à se positionner? Alors, c'est vrai que là, on est dans une période assez particulière parce que, effectivement,
dans un marché qui est régi par le pétrole, c'est-à-dire que quand le pétrole monte, les marchés baissent et vice-versa actuellement. Mais là, on voit que depuis, ça accélère depuis 2 jours en fait. On voit que les marchés là commencent à un petit peu décrocher. Là, on est encore, par exemple le Nasdaq, moi je suis, c'est un peu l'indice de référence pour le Nasdaq. Il est à moins 10% là depuis ses plus hauts. Donc là, on rentre en zone de correction. On avait bien monté quand même. Voilà. Alors, il reste sur une très belle performance sur les 3 dernières années. Bon, maintenant, tout dépend de votre style d'investissement. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes plutôt un scalper, faire des allers-retours dans la journée? Ça, là, il y a de la volatilité, il y a de quoi faire. Après, si vous avez une stratégie plutôt moyen-long terme, dans les phases comme ça, en général, alors vous pouvez vous alléger un petit peu, mais c'est souvent, il est conseillé, c'est ce que disait, je ne sais plus qui, mais il disait en gros, il vaut mieux rien faire dans les phases comme ça et attendre. Parce que justement, on l'a vu l'année dernière, par exemple, au même moment, l'année dernière, le marché a fait moins 20, et derrière, il a tout repris. Donc, évidemment, c'est pas du tout probable qu'il fasse la même chose cette année. Mais en général, on peut faire des bêtises quand on a des moments de stress. Donc, après, vous pouvez toujours alléger des positions, mais il y a des valeurs qui vont avoir un intérêt. Je pense par exemple à des valeurs comme Saint-Gobain, par exemple. Je parle d'un marché français, mais qui sont sur des bouts de train, etc., qui font moins 20% là en un mois. Je pense que si vous y croyez à long terme, c'est un moment opportun d'achat. Bon, c'est pas un conseil en investissement que je donne, mais ça c'est un exemple. Après, le seul truc qui est un peu différenciant, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inflation et voir comment, si les prix du pétrole restent élevés, ça va durer combien de temps? C'est-à-dire si les prix du pétrole restent à $100 pendant encore 1 mois ou 2, là, on devrait avoir une inflation qui augmente. Ça veut dire remonter les taux, banque centrale qui remonte les taux, et donc là, on peut rentrer dans un marché baissier. Donc là, c'est plus la même histoire. Pour l'instant, on n'est qu'en phase de correction. On n'est pas dans un marché baissier, mais on est un peu entre 2 eaux où les 2 eaux du détroit d'Ormuz. Voilà. On va revenir sur la conjoncture, mais nous avons la chance d'avoir à l'écran votre petite présentation. Merci à Fabienne, merci aux opérations. Je ne sais pas si vous voulez commenter, parce qu'effectivement, ça paraît compliqué d'avoir accès à autant de centaines de milliers d'actifs sur votre plateforme, mais finalement, c'est très convivial. Ouais, alors là, c'est la page sur le site, c'est pas la plateforme en elle-même. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours vous inscrire sur eToro sans déposer d'argent. C'est-à-dire qu'après, ça fonctionne comme un réseau social. Vous êtes en contact avec... vous avez une page de profil que vous créez et vous pouvez voir toutes les autres pages de profil des autres utilisateurs avec leur performance, leur investissement, le portefeuille, etc. Et vous pouvez avoir un portefeuille en virtuel au départ, si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des infos sur les tendances. Il y a eu ces dernières années les ETF très en vogue. Est-ce que les Français restent quand même bien investis en actions? Est-ce que quand même vous voyez un intérêt qui se porte sur tel ou tel actif en ce moment? Alors les ETF, il y avait une étude qui est sortie récemment, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui vont vers les ETF. Maintenant, la moyenne d'âge des détenteurs d'ETF, c'est 38 ans. Alors c'était 60 ans il y a encore 5-6 ans. Donc il y a vraiment une démocratisation des ETF en France. Il y a énormément de personnes, de jeunes investisseurs qui investissent sur les ETF. Après, on voit aussi un intérêt croissant pour les marchés financiers depuis le Covid en fait. Depuis que le Covid, ça a vraiment débloqué quelque chose. Les gens ont eu un peu plus de temps pour s'y intéresser. Et depuis 5-6 ans, ouais, on a un intérêt des particuliers pour les marchés boursiers et financiers. Mais ce qui reste privilégié, c'est les actions quand même. D'accord. Les actions, évidemment. Sur long terme, c'est via gagnant. Via le PEA ou via le compte titre. Ouais. On revient sur la conjoncture. On est dans dans ce contexte extrêmement volatile. Quelles sont les perspectives? Bon, vous n'êtes pas macroéconomiste de la Banque de France, mais c'est pour ça que vous pouvez parler, donc c'est quand même drôlement plus intéressant. Non, mais là, en fait, pour l'instant, on est dans un choc pétrolier. Alors, il y a eu plusieurs chocs pétroliers. On en a connu, je crois que c'est le 6e, me semble-t-il, depuis 70. En fait, on a ces cours du pétrole qui sont aux alentours de $100. Donc, en fait, il faut vraiment surveiller les cours du pétrole. C'est-à-dire que si le pétrole
reste encore sur ces niveaux, ça va devenir inquiétant. Si ça commence à se dégonfler, je sais pas, dans 1 ou 2 semaines, bon, en 3 semaines, ça revient vers les 80-70 $, ça peut aller. En revanche, si on reste à 100, ça monte à 120-150, là, on va avoir quand même de gros problèmes. On va avoir forcément une inflation qui va remonter. Et le problème, c'est que si les banques centrales commencent à relever les taux, là, ça peut poser un problème. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas dire, en fait, c'est très compliqué de faire des projections. C'est-à-dire, personne ne sait à combien sera le pétrole dans 10 jours, en fait. Donc le problème, c'est que voilà, on est vraiment en plein milieu du choc et il faut trouver des solutions pour en sortir et que le pétrole rebaisse parce que c'est le nerf de la guerre. On peut pas tenir avec un pétrole à 100 $, ça c'est pas possible. Le CAC 40, il résiste bien. Là, les mouvements européens sont tous suivistes là. Hein. Après, les marchés européens ont pas mal baissé depuis un mois. Je crois que le CAC il perd à peu près 10 et 12%, je crois, depuis ses points hauts à 8600 points. Et là, on est aux alentours des 7007, je crois, 7008. Donc, on revient alors au plus bas des droits de douane l'année dernière. On est allé à 6800 points, donc on en est encore loin. Donc, c'est vrai que si on perd 1000 points, c'est bon, c'est quand même énorme. L'année dernière, on était resté très très peu de temps sur les 6008. On était remonté directement. On avait repris 7005 et on était remonté vers les 8000 assez vite. Voilà, donc on arrive sur on n'est pas encore sur des niveaux de support, importants. Le gros niveau de support, c'est 6008, 7000. Maintenant, tout va dépendre de l'évolution de ce conflit. Vraiment, on est vraiment dépendant de ça. Si le conflit s'arrête, il y a un potentiel de rebond. Si le conflit s'arrête du jour au lendemain, il y a un potentiel que le CAC reprenne 300-400 points. On l'a vu lundi sur juste la déclaration de Trump. Il a repris, je crois, 200 ou 300 points en 5 minutes. Bon, il les a reperdus derrière, mais le seul problème, c'est que là, Trump, le problème, c'est maintenant, il y a un discrédit sur sa parole. On commence à moins le croire quand il prend la parole. Pour nous annoncer que la guerre est prête à se terminer. Avec les discours pendant le temps de guerre, effectivement, il y a... Là, le problème, c'est que c'est pas les droits de douane, c'est pas lui qui décide quand ça se termine, en fait. Là, le problème, c'est qu'il y a une autre partie adverse qui a aussi son mot à dire, donc il n'est pas seul dans le... C'est un acteur important, quand même. Voilà, donc il n'est pas seul à donner les règles du jeu, donc là, il est vraiment embêté, et en fait, à mon avis, c'est quand même pas très bien embarqué, voilà, Moi, j'ai pas d'infos plus que vous tous. Hein. Je suis l'actualité, mais c'est vrai que quand on lit les dernières déclarations, c'est pas très très bien embarqué pour l'instant. Alors, on avait tout à l'heure à l'image les profils. Alors, c'était peut-être le danois. Hein, ils ont l'air sympas et là, ils gagnent quand même presque à tous les coups. Alors, je sais pas si vous les connaissez. Il y a un qui perd là, non? Ah non, il y a plus. Après, là, c'est le revenu sur 2 ans. Ouais. Il écrit 2 Y, c'est 2 years. Donc là, on met en valeur des investisseurs qui se font copier et qui ont donc un rendement. Voilà. Mais il y a à peu près 4000 personnes qui se font copier sur la plateforme. Très bien. Voilà. Écoutez, on va peut-être passer à la séquence de questions dans la salle. Peut-être que ça éveille quelques interrogations. Vous voulez développer sur un sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je rappelle, on est avec Antoine Fraisse-Soulier, market analyst chez eToro. Vous êtes sur TV Finance. Vous retrouvez d'ailleurs cette interview sur YouTube dès la semaine prochaine si vous voulez réécouter tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timides. On profite qu'on a des lumières avec nous. Ouais, vous êtes tellement limpide que les gens vous écoutent religieusement. Sinon, de toute façon, vous pouvez poursuivre la discussion juste après cette petite session. Antoine, vous voulez un petit mot de conclusion? On a fait un petit tour, mais si vous voulez aborder... Non, mais sur le marché, disons que... comment dire, je vais dire un truc un peu trivial, mais c'est vrai que il y a plus de probabilité de gain quand on fait du moyen long terme que sur du court terme. Après, les moments de stress comme actuellement, c'est toujours un peu difficile parce qu'on ne sait pas jusqu'où la baisse va aller. Ouais. Donc on se dit, ah ça y est, c'est la fin du monde, on vend tout. Donc c'est là où on fait les mauvais choix en fait. Je pense qu'il faut laisser passer l'orage
on a vu historiquement que depuis que la bourse existe, ça remonte toujours. Alors parfois, ça met 15 ans à remonter, ok, mais bon, parfois, c'était la crise des années 2000. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les marchés étaient assez hauts, on a cette correction, mais je pense que il y a bientôt y avoir un moment, on n'est pas très loin, un moment où c'est intéressant de re-rentrer. Donc c'est vrai que garder des liquidités, c'est toujours important, parce que quand il y a des phases de creux comme ça, bah, on peut investir, et c'est là où on fait les bonnes affaires sur des valeurs qui ont perdu peut-être 20-30%, et qui ensuite, sur du long terme, vont reprendre. Je pense à Saint-Gobain, mais il y en a plein. Il y a Schneider Electric aussi, qui est quand même une très belle boîte, et qui est à moins 20 là, depuis un mois. Donc bon. Il y a des bonnes opportunités, voilà, en période de baisse. Voilà. Très bien. En fait, les périodes de baisse, vous avez vu comme des opportunités d'achat. Voilà. Et si vous voulez actionner vos ordres, effectivement, eToro, une belle plateforme avec des millions d'utilisateurs, et il suffit de suivre les meilleurs. Voilà. Faut pas se tromper de lévrier, de modèle. En tout cas, une petite question. Je reformule juste la question pour ceux peut-être qui n'ont pas entendu pour nos questions d'organisation de micro. On a un utilisateur d'eToro, justement, qui s'interrogeait sur la nouvelle présentation sur le site d'eToro, parce que quand il faut faire une déclaration fiscale, peut-être que ça peut compliquer. Je ne sais pas si Antoine, vous avez des éléments là-dessus. Alors effectivement, ce dont tu parles, c'est que en fait, on a des, voilà, j'avais pas parlé, mais on a des portefeuilles qu'on a mis en place. On appelle ça les smart portfolios, bon, voilà. Et dans ces portefeuilles, il peut y avoir des portefeuilles donc alloués avec des crypto-monnaies. Mais lorsque vous investissez ce portefeuille, vous n'avez pas la main pour l'arbitrage. C'est-à-dire, c'est pas vous qui faites les achats et ventes. Vous investissez dans le portefeuille et vous suivez la performance. Mais effectivement, quand il y a un arbitrage, c'est-à-dire quand il y a un achat ou une vente, normalement, quand il y a une vente, effectivement, ça doit rentrer après dans la considération fiscale de ça. Alors, honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Mais c'est vrai que c'est important parce que il y avait encore un vide juridique un peu sur la déclaration des crypto-monnaies. Là, ça commence à être plus précis. Mais effectivement. Après, il y a un relevé de compte annuel où normalement tu peux voir les mouvements qui ont été faits. Après, s'il faut faire ligne par ligne, c'est un peu contraignant. Voilà. Ça. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un foutoir fiscal. Ouais. Pour le public, il disait voilà, si on a plusieurs portefeuilles à gérer, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un comptable. Ouais. C'est pas. Non, mais je rigole, mais non, effectivement. L'administration française. C'est un sujet, ouais. C'est un sujet, surtout s'il y a beaucoup de mouvements, et effectivement. Donc, alors pourquoi Ah, d'accord. Ah oui, c'était resté en CFD, ouais. Mais en fait, alors, mais je pose la question pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi il y a eu cette évolution? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui, pourquoi on est passé du CFD au réel? Parce qu'en fait, alors, il y avait des clients qui voulaient passer en réel, qui voulaient détenir leur propre crypto et pas que eToro les détienne. Donc il y avait ce premier point. Et après, les CFD, ça engendre des frais, forcément, parce que quand vous détenez des CFD en J+1, normalement, ça engendre des frais. Voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on est passé en réel, quoi. Merci. Et après, aussi la possibilité de transférer vos cryptos sur d'autres wallets, tout ça, quoi. En France, c'est interdit. Tout à fait. Bon, eh ben, on va essayer de demander à l'administration fiscale d'améliorer ces processus pour une simplification qu'on attend depuis des années, pour qu'on puisse investir et déclarer tranquillement. On remercie Antoine Fraisse-Soulier d'eToro pour son analyse. Il est market analyst à votre disposition encore si vous voulez poursuivre en one-to-one. Et merci au public de nous avoir suivis. Dans un instant, une autre session avec un autre expert. Vous retrouvez cette interview sur TV Finance. Merci encore. Merci.